avec plaisir que je reçois en ce jeudi chez Agora ici Télévision Madame Hélène Busetti, journaliste depuis 25 ans, dont 23 années passées sur la colline parlementaire à Ottawa à observer la politique fédérale. Elle signe une chronique hebdomadaire dans 6 quotidiens des Cobes, l'information et collabore à de nombreuses émissions d'affaires publiques à Radio-Canada. Hélène Busetti est diplômée de l'Université Concordia. Elle enseigne le journalisme à l'Université de Québec en Outaouais. Elle vient de publier récemment le livre « Plaidoyer pour l'extrême centre » paru chez Art Global en 2023. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Busetti. Merci beaucoup. Merci de me recevoir, Monsieur Benkiran. Merci d'être avec nous. Alors, votre tout dernier livre, « Plaidoyer pour l'extrême centre », publié chez Art Global, que voici, mesdames et messieurs. Alors, dans un premier temps, bon, là, on a l'habitude d'entendre l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais cette fois, on entend l'extrême centre, là, carrément. Comment vous est venue, justement, l'idée d'écrire ce livre? Puis, comment assimiler, justement, une modération centriste à l'extrême, justement? Bien, en fait, vous le mentionnez, hein, on parle beaucoup ces jours-ci de l'extrême droite ou de la gauche radicale, qui pourrait aussi être appelée de l'extrême gauche. On entend beaucoup parler de ça. Et donc, moi, mon titre se veut un clin d'œil. Quand je parle d'extrême centre, c'est surtout dans un désir de se rejoindre un petit peu plus, de faire des pas chacun vers l'autre pour qu'on essaie de retrouver une capacité de discuter, une capacité de s'entendre, une capacité de nuance aussi. Alors, c'est d'abord et avant tout un clin d'œil à ce mot extrême que l'on retrouve partout dans le débat public. Je sais que d'autres intellectuels avant moi ont théorisé sur le concept de l'extrême centre, parfois en lui donnant une connotation assez péjorative, l'extrême centre étant à ce moment-là considéré comme une forme de compromission, de louvoiement perpétuel. C'est pas du tout dans ce sens-là, moi, que j'entends le mot. C'est vraiment dans un sens de réconciliation. C'est une invitation, ce livre, en fait, à collectivement baisser le ton dans notre débat public pour réapprendre à entendre les arguments de tout un chacun. Très bien. Alors, bon, vous rapportez justement au début cet épisode du convoi des camionneurs, là, entre autres. Cet épisode-là, des camionneurs, est-ce qu'ils doivent faire la quarantaine, est-ce qu'ils doivent être vaccinés ou non, qui était entre autres la bougie de l'allumage, une manifestation d'une radicalisation, justement des pôles à gauche comme à droite. Mais parfois, on a comme l'impression à la lecture qu'on est comme dans un dérapage à l'américaine, donc au Québec. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Mme Busetti? Bien, ça dépend de quel dérapage vous parlez. Écoutez, moi, je ne suis pas là et je ne voulais pas, par ce livre, donner mon assentiment à ce convoi des camionneurs. Comme je l'écris à un moment donné, je pense que la pandémie et sa gestion a été quelque chose de tellement extraordinaire que la contestation de sa gestion, pouvait elle aussi être assez extraordinaire. Et donc, en ce sens, qu'il y ait eu une manifestation monstre qui a duré quelques jours, j'étais capable de vivre avec ça, mais pas avec une manifestation de 3 semaines et demie qui a carrément empoisonné la vie des résidents d'Ottawa. Et moi, j'habite ici en Outaouais. Je connais des gens personnellement qui ont été profondément perturbés par ça et je n'approuve pas ça. Mais pourquoi je parle du convoi des camionneurs et vous me posiez la question pourquoi avoir écrit ce livre? En fait, cette idée d'apaiser le débat public, elle me chicote depuis plusieurs années déjà et je ne savais pas vraiment comment l'aborder. Et j'ai trouvé que le convoi des camionneurs, mais surtout la façon dont les médias ont couvert cet événement, cette façon très rapide de les catégoriser comme étant dans le mauvais camp, j'ai trouvé que c'était une belle illustration des mécaniques médiatiques qui sont à l'œuvre et qui alimentent cette polarisation. Et donc, je me suis servi de cet épisode pour illustrer quelque chose de plus général, mais ça ne veut pas dire que je donne mon assentiment à tout ce qui s'est passé à Ottawa, loin de là. Très bien. Bon, justement, le premier chapitre, le puits empoisonné de la pandémie, pardon. Le puits empoisonné de la pandémie, ça c'est le premier chapitre, justement. D'abord, en quoi la pandémie, elle a exacerbé les tendances de votre point de vue, Mme Busetti?
Ben, c'est parce qu'il y a eu quand même des débats, des propos assez radicaux qui ont été tenus pendant la pandémie. Et je tiens à préciser, là, moi, je ne suis pas une complotiste. Je suis quelqu'un qui a une formation scientifique. Je connais la science des vaccins et je ne la remets mais absolument pas en question. Ce qui m'a perturbée, toutefois, c'est la façon assez hargneuse, pourrais-je dire, que certains citoyens ont eu de juger ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. On comprend, nous étions tous à cran à cause de ces mesures sanitaires qui s'éternisaient. Il y avait une impression que les gens non vaccinés, passez-moi l'expression, retardaient le groupe. Et donc, il s'est développé une hargne, une animosité très palpable à leur égard, même de la part de nos pouvoirs politiques. Au point où, dans le cas spécifique de la politique fédérale, Justin Trudeau, à mon avis, a politisé cette question de la vaccination obligatoire afin de se démarquer de son adversaire conservateur, alors qu'on était à l'aube d'une campagne électorale, on se reporte en 2021. Oui. Et donc, toute cette politisation du débat a vraiment antagonisé tout le monde et a rejeté chacun dans son coin et fait en sorte qu'on n'était plus capable de se parler. Donc, c'est pour ça que je parle de puits empoisonné, c'est que tout ce processus-là a fait en sorte qu'on s'est atomisé en tant que société. Puis ce clin d'œil aussi envers les journalistes. À la fin de ce premier chapitre, cette recommandation aux journalistes de faire preuve d'introspection professionnelle, justement. Oui. Alors donc, je vous disais que le convoi, à mon avis, est une illustration, et on ira au deuxième chapitre, mais une illustration de ces mécaniques médiatiques qui sont à l'œuvre. Donc, tout de suite, ce qui est arrivé, les camionneurs n'étaient pas encore arrivés à Ottawa, ou en tout cas, ils étaient en route. On était à la dernière fin de semaine là, du mois de janvier 2022. Les camionneurs n'étaient pas encore arrivés, que déjà plusieurs journalistes ont utilisé des mots très forts pour les étiqueter, hein, des ploucs, des trompistes du Nord, des coucous, enfin, vous avez tous vu ces mots-là aussi. Et ce que je dis, c'est que bien sûr qu'il y avait des gens dans le lot qui avaient des propos complètement incohérents, infondés ou même très radicaux, mais ce n'était pas tout le monde, d'une part, et on a perdu des nuances. Moi, j'étais allée me promener parmi ces gens-là, et beaucoup étaient simplement des gens en colère, mais aussi des gens qui avaient mal à leurs enfants. Hein? C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup disaient... On a enlevé leur jeunesse, leur insouciance aux enfants alors qu'ils ne sont pas très affectés par la COVID et ils étaient en colère à cause de ça. Très bien. On va relancer, sans vous couper la parole, on va relancer le débat. On va revenir justement dans les prochaines minutes après cette pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On accueille Mme Hélène Buzzetti, journaliste qui a écrit ce livre dernièrement paru chez Art Global, Plaidoyer pour l'extrême centre, donc paru tout récemment, en 2023. On va continuer la discussion avec vous, Mme Buzzetti. Bon, on parlait justement de cette crise de confiance, justement, pour ce qui est des journalistes. Puis, la faute aux médias, ça c'est le deuxième chapitre. Comment faire la différence entre la crise de confiance et la crise de nuance, justement? Parce que là, vous en parlez, justement, avec cette omniprésence des émotions qui régulent, justement, les écrits des journalistes, etc. Mais en parlant de crise de confiance, parle-t-on plus d'une crise de confiance envers les journalistes ou bien ces journalistes ne nuancent pas assez leurs propos et ça a un impact aussi sur les gens qui écoutent, là? Oui, en fait, c'est très bien dit. Oui, en fait, cette crise de confiance que l'on regarde, qu'on l'on constate, les journalistes trônent au sommet du palmarès de l'impopularité. Bon, on n'a jamais été très, très populaire, les journalistes, et c'est normal, c'est propre au métier, nous colportons des mauvaises nouvelles, donc en général, ça ne nous rend pas très populaires, mais force est de constater quand même que cette impopularité s'est accrue, en particulier pendant la pandémie. Et vous avez très raison de dire, en fait, que c'est vraiment une crise d'une absence de nuances. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Et c'est pas pour rien que j'ai utilisé cette expression, c'est la faute aux médias, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. J'essaie de dire, en fait, qu'à cause de cette émotion qui est omniprésente, mais aussi la peur de se faire étiqueter sur les réseaux sociaux, de phobe quelque chose, ça fait en sorte qu'on s'écarte beaucoup moins des sentiers battus, des idées généralement reconnues. Et donc, de ce fait, il y a certaines nuances ou certains points de vue
qui sont moins portées, moins présentées dans l'espace public. Et c'est ce qui amène certaines personnes à se sentir rejetées du monde médiatique et donc à être encore plus en colère. Le troisième chapitre, le yin et le yang de la politique. Là, vous ramenez le point conservateur. Avec ce mot-là, je trouvais assez intense. Un virus conservateur, un virus, une tare, une maladie, là, c'est quand même assez intense. En quoi c'est un virus, justement, de parler du volet ou du parti conservateur? Ben en fait, ce mot-là n'est pas de moi, je le reprenais, c'est quelque chose qui a circulé dans les médias quand on a parlé du virus conservateur. En fait, ça me fait rire parce que beaucoup de gens, ayant seulement lu le titre de mon livre, pensent que c'est une attaque contre la gauche, alors que très peu. Moi, je m'attarde beaucoup à la droite et je constate à quel point c'est une droite qui s'est beaucoup éloignée de ses racines. C'est une droite populiste de plus en plus qui est en colère contre tout, contre les institutions, contre les élites, mais qui n'a pas nécessairement beaucoup de choses à proposer en retour. Elle n'a pas grand-chose à dire, cette droite, sur l'immigration, sur les grandes questions économiques, etc. C'est une droite qui attaque, mais qui est totalement toujours en position défensive, mais qui ne propose rien. Alors, il y a une crise, je pense, de la droite, mais cette droite qui s'est radicalisée, si on prend un mot à la mode, je pense que ce n'est comment dire, l'effet miroir d'une gauche qui s'est, elle aussi, beaucoup radicalisée dans les dernières années. Et donc, les deux, ce sont des phénomènes qui se répondent. Une gauche qui devient plus dogmatique et la droite, en réponse, devient, elle aussi, plus dogmatique. Et ça fait un dialogue de sourds dans la société dans lequel, je postule, le citoyen moyen ne se retrouve pas nécessairement. D'accord. Bon. Les dernières élections, justement, de octobre 2022 au Québec, est-ce que de votre point de vue, ils ont ouvert une nouvelle ère politique là? On voit que la CAQ a tout raflé, là. Beaucoup de sièges, là. Puis le Parti conservateur sont assez contents quand même de leur performance, même s'ils n'ont pas assez brillé. Comment est-ce que vous lisez ces dernières élections en considérant que les tendances politiques sont là, mais il y a des gens qui disent, bon, c'est normal parce que la pandémie avait favorisé aussi la visibilité du CAQ pour son bon travail. Mais quelle est votre lecture justement à ce niveau, Mme Busetti? Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder la carte du Québec, la carte électorale du Québec, et la regarder avec ses couleurs. Et essentiellement, on voit une fracture assez importante. Vous avez d'un côté l'île de Montréal, qui est soit de rouge ou de orange peinturé, et le reste du Québec qui est pratiquement tout de bleu, soit le bleu pâle de la CAQ ou le bleu un peu plus foncé du Parti québécois. Je pense que c'est une illustration d'un certain schisme qui se produit, qui n'est pas propre au Québec ou au Canada. On le voit beaucoup dans les sociétés occidentales, une séparation de plus en plus importante entre les grandes villes, les métropoles et le reste. Je ne veux pas dire région, parce qu'il y a des villes là-dedans, mais des villes de plus petite taille. Et donc, il y a un schisme, et je pense que c'est le reflet de cette polarisation, de cette incapacité d'écouter réciproquement les intérêts et les préoccupations de citoyens qui ont des horizons différents. Mais cette incapacité de s'écouter, justement, est-ce que parce que l'extrême droite est vraiment implantée, là? Parce que c'est ça la question qui se pose, Atalante, la Meute, tout ça. Est-ce parce qu'on peut dire que l'extrême droite au Québec est officiellement implantée, que le débat est assez cloisonné? On peut vraiment pas s'exprimer. Les gens de la gauche, là, se plaignent, puis l'extrême droite, elle est présente, puis les gens qui sont au centre, ils se plaignent d'avoir pas assez de marge d'expression. Comment est-ce que vous lisez ça aussi, Mme Busetti? Ben moi, je ne fais pas porter ni à la gauche ni à la droite la situation. Je la fais porter aux deux. Je pense qu'il y a une radicalisation respective des deux côtés et qui se répondent. Plus la gauche s'enfonce dans le wokisme, passez-moi l'expression, et ben plus la droite répond en s'enfonçant dans le populisme. Ce sont deux mouvements qui se répondent et je pense que la plupart des citoyens ne se retrouvent ni dans
l'un ni dans l'autre. Il y a des obsessions identitaires sur les questions de genre, les questions de race, etc., qui, je pense, ne rejoignent pas nécessairement un grand nombre du citoyen moyen. Et inversement, les obsessions de pureté de la droite ne rejoignent pas non plus une majorité de citoyens. Je pense que, mais c'est ce discours-là qui est de plus en plus antagonisant, qui fait en sorte qu'on est tous à cran, on est tous outrés par les postures de l'autre clan, et puis là, ça nous radicalise nous-mêmes, et là, on semble être engagé dans une spirale sans fin, une spirale de l'outrance. Oui, oui, surtout qu'on reçoit ça des médias, peut-être parfois des discours politiques. Très bien, encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Madame Hélène Busetti, auteure de ce livre, Plaidoyer pour l'extrême centre, paru chez Art Global en 2023. On vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, Kamal Benkiran avec vous. Je discute avec Mme Hélène Busetti sur son tout dernier livre, Plaidoyer pour l'extrême centre. Là, on ne parle pas de l'extrême droite ou gauche, l'extrême centre. On a rarement, peut-être, on entend rarement parler de ça, peut-être de manière instantanée. L'extrême centre, tendance centriste, on va dire, assez modérée politiquement parlant. J'ose présumer, Mme Busetti, qu'à travers ce livre, en abordant justement l'extrême centre, vous faites plutôt un clin d'œil, si je ne me trompe pas, un clin d'œil à la montée au pays de ce qu'on considère comme l'extrême droite et l'extrême gauche. Il y a un clin d'œil quelque part à ça, dans l'esprit de revenir à un débat plus apaisé, un débat centré sur les valeurs, justement. Mais comment faire pour revenir à un débat apaisé? Est-ce que c'est si simple que ça? Non, c'est très difficile. Et je pense qu'on a tous un effort à faire. Vous savez, il y a le principe de charité qui dit que dans le doute, on devrait présumer que la personne à qui on parle, ou en tout cas que l'on lit, whatever, que cette personne n'est pas complètement folle et que ce qu'elle dit est probablement sensé. Donc, de présumer de manière charitable que l'autre personne a probablement une bonne réflexion derrière. Et souvent, on fait exactement l'inverse. On lit des résumés sur Twitter de quelques mots et là, tout de suite, on tire les pires conclusions. On présume que l'autre est complètement débile, complètement extrême. Et c'est vrai des deux côtés. Je ne dis pas que c'est plus la droite ou la gauche qui le fait. Les deux le font. Tout le monde le fait. Et donc, de revenir... Quand je parle d'extrême centre, je ne fais pas référence à aucune série prédéterminée de politique. C'est pas du tout ça. C'est, comme vous le dites, un clin d'œil qui invite tout le monde à baisser le ton, à se calmer, prendre une grande respiration et présumer que l'autre à qui on parle n'est peut-être pas aussi fou qu'il n'y paraît et qu'il a peut-être quelque chose à apporter au débat, même si on n'est pas 100% d'accord avec l'autre, il y a peut-être un petit 10% qui dit qu'il y a du bon sens et qu'on devrait et qu'on gagnerait à prendre en compte. En considération, très bien. Je vais peut-être revenir à cette question, mais peut-être en la reformulant de manière plus générale. Si vous pensez que la division au Canada et au Québec ressemble à celle des États-Unis? Je pense quand même qu'on n'est pas au même point. Je crois qu'aux États-Unis, et je parle en tant que personne qui n'est absolument pas une spécialiste de la politique américaine, vous me pardonnerez, mais parfois, lorsque je regarde ça, j'ai l'impression qu'ils ont atteint un point de non-retour. En tout cas, je suis assez désespérée quand j'entends parler de leur situation. Je ne pense pas que nous y sommes ici au Canada. Je pense que la situation est beaucoup moins pire. Le débat est quand même plus apaisé qu'il ne semble l'être aux États-Unis. Mais quand même, il faut reconnaître qu'on est sur une tangente et elle ne m'apparaît pas positive, cette tangente. On va davantage vers plus d'antagonisme, plus de polarisation. Et il me semble que ça devrait nous préoccuper. Et je pense que ça préoccupe bien des gens. Mais donc, c'est un appel à ce qu'on fasse chacun notre part pour faire en sorte que ça cesse ou que ça diminue, en fait. Puis toujours dans un cadre politique, dans un contexte politique, les gens ont moins tendance à aller en politique. Ben, regardez, dernièrement, il y a la démission de Dominique Anglade, par exemple. Les gens ont
je dirais un préjugé peut-être quelque part, de dire que bon, on va perdre carrément notre vie là, privée et puis on va carrément se concentrer, se donner à la vie. Comment est-ce que vous lisez la vie politique maintenant, après justement la pandémie, après cette pandémie, après la réélection du CAQ, est-ce qu'on est dans un contexte centriste où on a tendance à voir beaucoup plus l'émergence de l'extrême droite, justement? Bien, écoutez, la politique a toujours été un sport difficile. Quiconque s'est lancé dans la mêlée sait à quel point la vie privée, ça existe de moins en moins. C'est un milieu difficile, mais on ne peut quand même pas ignorer l'impact qu'ont eu les réseaux sociaux, Twitter et compagnie. Bon, on oublie, mais ça fait quoi? Ça fait 15 ans à peu près que c'est dans le paysage et de manière très, très présente, je dirais peut-être moins que ça, peut-être 10 ans. Ça a évidemment rendu la vie des politiciens encore plus difficile. Alors, je ne suis pas étonnée là, que certains décident de jeter la serviette, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont donné la parole à toutes sortes de gens qui ne réfléchissent pas nécessairement beaucoup avant de prendre la parole, mais on a de la misère à évaluer leur impact réel. Est-ce qu'ils sont seuls ou est-ce qu'il y a des milliers de personnes derrière eux? Et donc, des gens qui ne sont pas nécessairement responsables dans l'utilisation de la parole publique viennent l'empoisonner, ce forum. Très bien. Je vais demander votre permission de lire cet extrait. Allez-y. Page 92, plaidoyer pour l'extrême centre, de notre invitée d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Mme Hélène Buzzetti. Ce livre se veut un plaidoyer pour l'extrême centre. Mais qu'est-ce que le centre au juste? Ce n'est pas une notion fixe qui correspondrait à des politiques ou des postures idéologiques particulières. Nécessairement timoré ou mièvre, le centre n'est que l'endroit se trouvant à équidistance de deux extrêmes d'un même spectre. C'est le point d'équilibre, le point de la réconciliation. C'est là où se trouvent deux adversaires. Après avoir chacun fait un compromis équivalent, après avoir chacun parcouru une égale distance en direction de l'autre, ces deux extrêmes peuvent être très éloignés, comme c'est de plus en plus le cas ces jours-ci. Ils peuvent aussi être assez proches. Le centre est une notion intrinsèquement relative. Le centre n'a pas d'affiliation politique ou de définition idéologique. Commentaire. Ben, voilà, c'est dans la conclusion du livre et je pense que tout y est. Il y a beaucoup de monde qui m'ont critiqué à cause seulement sur la base du titre et je les inviterai à lire ce passage que vous avez choisi et qui est un de mes passages préférés. C'est simplement, et je pense que ça se termine comme ça, mon livre, c'est une invitation à redécouvrir une sorte de nous, une sorte d'ensemble, de redécouvrir une façon de faire société. Et on ne peut pas faire société avec des gens contre qui on est continuellement en guerre. Il faut essayer de se comprendre parce qu'on est condamnés à vivre ensemble. Voilà, c'est bien dit. Plaidoyer pour l'extrême centre de Hélène Buzzetti, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été parmi nous, Mme Buzzetti. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Chez Agora, ici Télévision, Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Au revoir.